Et le zoo de la Boissière. Donc, nous avons un partenariat ensemble depuis déjà quelques années, on va dire. Et depuis, on va dire, 2-3 ans maintenant, plus particulièrement, on était assez fiers de toujours partager sa passion pour les gibbons, puisque, si ma mémoire est bonne, la Boissière a été ton deuxième parc où tu es venu voir des gibbons dans les parcs zoologiques en France. Donc juste 2 minutes sur Boissière. Le parc est un parc qui a bientôt 29 ans d'ouverture, depuis une quinzaine d'années qui s'est spécialisé dans la reproduction d'espèces rares, et depuis maintenant une bonne dizaine d'années qui s'investit dans la conservation. Juste un petit chiffre, on verse à peu près entre 20 et 25 000 euros chaque année pour différents programmes de conservation à travers le monde. Évidemment, on essaye d'aller sur des espèces présentes au parc. Ça a commencé évidemment par les orang-outans, vous savez pourquoi. On a aussi un programme pour les gorilles au Cameroun, au Pérou pour les titis, donc les gibbons et cacahuètes. Et puis on participe chaque année normalement à toutes les différentes campagnes et hasards. Et cette année, comme l'an dernier, puisque c'est une campagne de 2 ans, c'est l'Asie du Sud-Est qui est à l'honneur. Quoi dire d'autre? Je pense que Shiny présentera mieux Cacahuète que moi. Je vais lui laisser la parole et le remercier encore de sa présence parce que c'est toujours un honneur de le recevoir. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci à tous d'être venus. Si je bégaye un peu, c'est pas grave, simplement que j'ai froid. Donc je vais essayer quand même d'être compréhensible. Donc je vais vous parler de mes amis gibbons aujourd'hui. Je vais vous parler de Cacahuète. Je vais vous parler un petit peu de son histoire pour que vous compreniez, pour les gens qui connaissent peut-être moins bien Cacahuète, comment j'en suis arrivé à vivre en Indonésie pour essayer d'aider les gibbons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout a commencé avec des rêves de gamin. Moi, quand j'étais enfant, c'était tout pour les singes. J'ai été passionné par les singes. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'était les singes, les singes, les singes, les singes. Donc du coup, à 9-10 ans, 10-11 ans, je collectionnais tous les bouquins sur les singes. Tout ce qui pouvait parler de singes, je l'ai acheté, c'était pour moi. Il y avait notamment des vieux articles de National Geographic où il y avait Diane Fossé à l'intérieur, je nous ai fait procurer. C'était vraiment tous les singes et de manière très 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 forte. Et puis parmi tous ces livres, il y en avait un qui se différenciait des autres. Tous les singes du monde, tous les singes tenaient dans un petit livre comme ça. Et ils y étaient tous. Donc je passais du temps à observer, à regarder ce livre, les photos, puis dis donc, l'auteur, Jean-Yves Collet, avait passé des années autour du monde pour faire ce bouquin. Et je me suis dit, il faut absolument que je contacte cet auteur pour lui poser des questions, etc. Donc j'envoie une lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, toujours pas de réponse de monsieur Collet. Je renvoie encore des lettres, 5 lettres, 6 lettres, 7 lettres, et là, enfin, une réponse. Dans un premier temps, il s'excuse, il dit « Excuse-moi, je suis très occupé, j'ai pas pu te répondre plus tôt. Mais dis donc, t'as 11 ans, je suis surpris par ta démarche, faut qu'on se rencontre. » Et par la loi des hasards, il avait des grands-parents en Savoie, les miens aussi étaient en Savoie, et puis on se retrouve dans un petit village. Et puis je rencontre ce monsieur qui revenait de 4 ans autour du monde, filmer les grands singes, les singes, pour le film à l'époque qui s'appelait Le Peuple Singe. Et donc je le regardais avec de grands yeux très timide. Et puis sur ce bouquin, il me fait une petite dédicace à mon copain Aurélien, ce petit voyage au pays de nos amis communs les singes. J'espère de tout cœur que tu seras bientôt capable d'aller les voir sur le terrain. Bon courage et belle passion. Et là, aller sur le terrain, c'était aussi mon rêve. Les singes, certes, mais c'était surtout les singes dans leur milieu naturel. Alors il me fait, tu sais, tu as 11-12 ans, ce que tu peux faire pour avoir un premier contact avec les singes, c'est d'aller dans un zoo. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Donc, en rentrant dans le sud, je suis originaire du Var, je suis allé dans le zoo de ma région, puis je suis allé voir les singes. Et parmi tous ces singes, il y en avait un qui se différenciait des autres. Ça n'a pas été le coup de foudre, mais simplement il se différenciait parce qu'il était toujours tout seul, ou souvent tout seul, et il était surtout dans de mauvaises conditions. Donc je me suis dit, si je veux aider ces singes,
il va falloir que je les comprenne, que je passe du temps à comprendre ce qui se passe dans leur petite tête, pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour les aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé à passer du temps dans les zoos. Ça c'est Washo, une femelle que j'ai rencontrée justement quand j'avais 12 ans, qui est toujours en vie, qui a 47 ans aujourd'hui, mais à l'heure actuelle. Et donc les gibbons. Passer 5 ans à les observer tous les mercredis, alors que les copains allaient jouer au foot. Ben moi j'allais au zoo et je passais mon temps à observer les gibbons. Là c'est avec Digit, Minai. Puis ensuite je suis allé dans d'autres parcs, ici. Et donc ça a été vraiment des années comme ça à essayer de percer les secrets des gibbons. Les gibbons sont monogames, fidèles, donc je me suis rendu compte des problèmes pour former des couples. Puis je me suis dit, voilà, tout ce savoir que j'ai acquis, une démarche très prétentieuse, il va falloir que je communique. Et donc j'ai écrit un petit livre avec toutes les notes que j'avais prises. J'ai écrit un livre, je me suis dit, je vais photocopier, puis je vais envoyer à tous les parcs pour qu'ils sachent bien s'occuper des gibbons. Et avant de le photocopier et l'envoyer comme ça, j'ai quand même contacté un éditeur qui a été surpris par la démarche du gamin, à l'époque j'avais 16 ans, qui passe son temps encore une fois avec les gibbons, et qui a écrit un livre sur eux. Donc il décide de m'éditer, et c'est comme ça que je publie le premier bouquin, donc quelques années plus tard, nouvelle coupe de cheveux et un bouquin, Le gibbon à main blanche. Et donc ça c'était déjà la première pierre pour moi. Mon rêve c'était de vivre avec les singes, de les aider, et je sentais qu'avec ce livre c'était un premier pas. Mais mes vrais rêves concernaient quand même les singes, les gibbons, mais surtout là-bas, dans leur milieu naturel. Mais encore une fois, j'ai 16 ans. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il va falloir patienter un petit peu. Et grâce à ce bouquin, il y a quelques journalistes qui s'intéressent. Ils se disent, tiens, c'est bizarre ce gamin qui passe son temps avec les singes. Des journalistes qui s'intéressent, les articles paraissent dans la presse. Et un de ces articles tombe dans les mains d'une dame qui est devenue une petite fée pour Calouette. C'est la comédienne Muriel Robin, qui, en se levant le matin, ouvre un magazine. Dans le magazine, il y a un article sur cet ado qui passe son temps avec les gibbons. Et surtout dans l'article, je disais que mon rêve, c'était de partir en Asie, sauver les vrais gibbons, les sauvages. Et elle décide de contacter mon éditeur. Elle obtient mon numéro de téléphone, et à l'époque, je rentre du lycée. Le téléphone sonne. Muriel Robin, bien sûr. Elle me dit, non, non, c'est vraiment moi. J'ai lu un article sur toi, tu veux partir en Asie sauver les gibbons. Eh bien, tu pars. Et je serai toujours là. Et elle finance mon premier voyage. Je passe le bac, 2 jours plus tard, hop, dans l'avion, pour, dans un premier temps, la Thaïlande. Alors là, des rêves, on passe à la réalité. Mon rêve, c'était quoi? C'était de vivre dans une petite cabane, dans la jungle, avec les gibbons autour de moi. Ça aurait été le pied. Puis je me suis rendu compte que la réalité sur place était tout autre. Donc dans un premier temps, en 97, j'arrive en Thaïlande. Je passe 3 mois en Thaïlande, je rencontre les gibbons à l'état sauvage, je suis heureux. Je passe 2 mois sur la frontière birmane, 1 mois sur la frontière du Cambodge. Mais je ne me sens pas à ma place parce que je n'ai pas encore compris ce que je peux réellement faire pour les gibbons. Je regarde des gibbons, je rencontre des gibbons dans des parcs nationaux plus ou moins bien surveillés, mais ça se passe en manière générale plutôt bien. Et puis je prends conscience d'une autre réalité, au même moment, dans un autre pays, et je me rends compte par les journaux qui sont distribués dans l'avion au moment où je rentre en France, qu'au même moment, dans un autre pays, il y a des incendies. En 97-98, en Indonésie, on a perdu 2 millions d'hectares, suite à des incendies liés à une sécheresse de plus d'1 an, qui, elle, était causée par le phénomène climatique El Niño. Donc je me suis dit, oulala, si je veux aider les gibbons, c'est là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de soucis. Donc, j'étais dans l'avion pour rentrer en France. Pour la première fois, je rencontre Muriel. Et au lieu de lui expliquer ce que j'ai fait avec son soutien quand même pendant 3 mois en Thaïlande, je lui explique ce que je veux faire en Indonésie pour sauver les gibbons. Et elle me sourit, elle me dit, fonce, vas-y. Mais certes, en Indonésie, il y avait cette problématique environnementale, mais aussi une autre réalité.